Bonjour, moi c'est Julie, et bienvenue dans Les Becs Sucrés, le podcast français 100% gourmandise. Dans Les Becs Sucrés, nous partons ensemble à la rencontre des personnalités qui façonnent le milieu de la pâtisserie, et ceux qui bousculent les codes de la boulangerie. Le but ? Découvrir leur parcours, ce qui les fait vibrer au quotidien, et leur vision de l'avenir. Aujourd'hui, nous recevons Julie Mathieu, rédactrice en chef du magazine Fou de pâtisserie et cofondatrice des boutiques du même nom. Julie est à l'origine de la création du magazine avec son associé Muriel Talandier en 2013, dont le premier numéro s'est vendu à 40 000 exemplaires. Depuis 2013, le développement de la marque Fou de pâtisserie a été fulgurant, et c'est tout le sujet de notre épisode d'aujourd'hui. Je suis très heureuse de pouvoir échanger avec Julie, qui a de suite répondu présente pour le lancement des Becs Sucrés. Merci Julie pour ta participation et ton enthousiasme, et bienvenue à toi dans les Becs Sucrés. Bonjour, merci. Julie, est-ce que tu pourrais te présenter à notre communauté de Becs Sucrés ? Alors, donc je m'appelle Julie Mathieu. J'ai eu 50 ans à la fin de l'année dernière. Très heureuse d'ailleurs de passer ce cap. Je viens pas à la base de l'univers de la pâtisserie, mais j'ai toujours été passionnée en fait par la gastronomie. Mais j'ai eu, on va dire, plusieurs vies. Ça fait environ 30 ans que je travaille et j'ai eu plusieurs étapes de vie. À la base, j'ai fait des études d'histoire, donc j'ai été très loin dans mes études d'histoire. J'ai eu un troisième cycle en histoire contemporaine, très classique, à la Sorbonne, en France. Parce que j'étais passionnée. Et ensuite, j'ai travaillé dans des cabinets de conseil, en fait, à la mobilité internationale. J'ai fait quelques missions comme ça. Ensuite, j'étais très attirée par la sphère politique. À l'époque, j'étais plutôt assez engagée politiquement. J'avais envie de m'impliquer, en fait, et de trouver un peu ma place dans la société. Puis j'avais encore l'espoir de pouvoir changer le monde. Donc, j'ai suivi aussi un troisième cycle en sciences politiques. Et je suis allée travailler à l'Assemblée nationale, auprès d'un député qui ensuite a eu des fonctions importantes, puisque c'était Arnaud Montebourg, et il est devenu ministre de l'économie en France. Et donc, j'ai travaillé auprès de lui à l'Assemblée nationale et voilà, j'ai plongé dans le monde politique de façon assez engagée. J'ai même failli être candidate à la députation dans le Val-de-Marne. Ça a été un épisode de ma vie assez passionnant. Ensuite, je suis partie, toujours dans le monde politique, travailler dans un cabinet de conseil en gestion de crise. Donc là, je me suis vraiment spécialisée dans la communication publique, la communication politique et la gestion de crise. Vous voyez, c'est très éloigné de la pâtisserie, mais c'est très riche en enseignement. Donc là, le job, c'était d'accompagner les élus sur toute la gestion des crises politiques. Donc on travaillait autant pour des maires que pour des présidents de région, que pour des ministères. J'évoluais vraiment dans un univers, dans la sphère publique, et politique. Après, j'ai quitté déjà après cette première expérience. J'ai pas quitté ce milieu-là, mais j'ai changé de métier. C'est-à-dire que je suis restée dans la sphère publique et politique, mais je suis rentrée dans un cabinet de chasseurs de tête, dont le but était de recruter les collaborateurs des élus. Donc là, j'ai complètement changé de métier parce que je me suis mise à faire du recrutement, en fait, plutôt des RH, de l'analyse de besoins et à repérer les potentiels. Mais vous verrez, ça, en fait, tout cela est très lié et retrouve toujours un fil rouge. Ça suit toujours un fil rouge et en tout cas des expériences qu'on peut ensuite partager et valoriser même dans d'autres fonctions. Tout à fait. Voilà, j'ai travaillé un certain nombre d'années dans ce cabinet jusqu'à en diriger l'équipe après de consultants. Et on travaillait sur toute la France. J'ai beaucoup voyagé, j'ai parcouru toutes les régions de France justement pour aller à la rencontre des élus, des hommes politiques et pour leur trouver les meilleurs profils pour développer leurs projets. Et en 2012, j'ai fait le grand saut pour là encore à nouveau changer de métier et là carrément d'univers puisque donc j'ai rejoint Muriel Talandier pour créer avec elle la maison d'édition Pressmaker, qui est une maison d'édition de presse indépendante et notamment au départ pour développer en fait l'activité et superviser un peu les différentes éditions parce que alors on fait de la presse enfant, faut le savoir. D'accord. On fait par exemple le magazine de Choupi. Ah, ok, d'accord. Les enfants, ils connaissent Choupi. C'est vrai. Donc voilà, c'est nous qui faisons le magazine. Voilà, on a 4-5 magazines pour enfants et on a toujours fait aussi donc des magazines autour de la gastronomie. Muriel avait lancé il y a plusieurs années dans une boîte précédente le magazine de Cyril Lignac, Cuisine by Lignac.
Elle avait fait aussi le magazine de Sophie du Domaine, les cakes de Sophie. Elle avait lancé aussi le magazine Lonely Planet. Donc voilà, donc on est toutes les deux passionnées par l'art de vivre, on va dire, au sens large, et la gastronomie. Et donc, quand on s'est associés en 2012, on a voulu relancer un magazine autour de la food. Donc moi, je l'ai rejoint à ce moment-là et on a créé le projet ensemble de food pâtisserie. Mais en fait, on avait choisi une rédactrice en chef. Voilà, on a mis en place une équipe, etc. Et moi, je devais suivre le projet le superviser en tant qu'éditrice. Et en fait, on a sorti le premier numéro en septembre 2013 et ça a été tout de suite un succès en fait assez fulgurant. Et la rédactrice en chef qu'on avait choisie, en fait, a fait le premier numéro et ensuite elle est partie. Donc du coup, on s'est un peu retrouvés, plantés entre guillemets. Mais moi, ça m'avait plu, ça me plaisait, et donc j'ai dit à Muriel, attends, je vais la rédaction en chef et on va on va s'occuper de ça. Enfin, moi, je vais le prendre à bras le corps, ce magazine, et ça m'intéresse. Et voilà, je vais faire en sorte de monter une belle équipe et on va poursuivre l'aventure. Et voilà comment je suis devenue rédactrice en chef, en fait. Est-ce que le milieu de l'édition, c'était un milieu qui t'intéressait dès le départ, ou c'est vraiment juste une rencontre avec Muriel qui t'a poussé à rejoindre le projet? Le milieu de l'édition, je le connaissais de par Muriel. Alors, Muriel, c'est aussi... Alors, on est associés donc depuis 2012. Mais Muriel, c'est aussi mon épouse depuis près de 19 ans. Et on a ensemble une petite fille de 9 ans. Et en fait, on voulait depuis très longtemps travailler ensemble. Elle était du coup dans le monde de l'édition depuis avant moi, parce que moi j'avais cette autre vie avant. Mais on avait vraiment le désir de travailler ensemble depuis longtemps, de fonder quelque chose ensemble au-delà de notre famille, etc. On voulait vraiment un projet commun. Ouais, un projet commun, et puis pouvoir organiser notre vie aussi ensemble, et puis être ensemble, quoi, parce que c'est ce qu'on aime. Et c'est vrai que toutes les deux, en tout cas, on partage cette passion de la presse et de l'édition. Ça, c'est vraiment, on a un attachement très fort au papier. Et puis, on partage cette passion de la gastronomie. Donc, dès qu'on a pu, en fait, Muriel, qui avait déjà, elle avait déjà monté la boîte, mais moi, j'étais associée, mais en dormant, on va dire. Dès qu'on a pu, elle m'a dit, écoute, rejoins-moi, on essaye. Si ça marche pas, tant pis, tu retourneras à la politique. Mais si ça marche, voilà, essayons de monter ce projet de maison d'édition ensemble et cette activité-là. Et en fait, ça a marché, donc ça c'est top. Et en fait, aujourd'hui, parce que c'est vrai que je me suis, moi du coup, j'ai plongé dans le monde surtout de la presse. Donc j'en ai appris les arcanes, parce que évidemment il y a tout le milieu des journalistes, de ceux qui écrivent, mais il y a aussi l'univers de la photo, la maquette, il y a aussi tout l'univers de la distribution, l'univers de la pub aussi, des partenariats. Enfin voilà, donc moi j'ai vraiment appris tout ça. Donc j'avais un peu plus de 40 ans. J'avais un peu plus de 40 ans, donc vous voyez, je me suis complètement remis en question, j'ai appris un nouveau métier. Nouveau départ. Voilà, des nouveaux interlocuteurs, etc. Mais pour reboucler avec mon début de carrière, en fait, enfin toute ma vie jusqu'à présent, en fait, avant j'avais géré des élus, des hommes politiques. J'avais déjà managé des équipes aussi de consultants. Donc aujourd'hui, je manage des équipes de journalistes ou de photographes. Aujourd'hui, je gère des chefs. C'est vrai. En fait, on est sur la communication, on est sur du projet, on est sur des choses en fait très très générales. Où, en fait, pendant tout ce temps-là, moi, j'ai acquis des compétences qui aujourd'hui me servent énormément. Bien sûr, en fait, chaque expérience est liée à l'une à l'autre et t'a amené du coup à ton poste actuel. Ben oui, voilà, on développe moi, j'ai pu tout au long de ma carrière développer en tout cas des qualités de management, de gestion de budget, d'organisation, de relationnel, d'entretien, avec des relationnels avec différents milieux aussi, sur différents territoires. Et tout ça fait que aujourd'hui, même dans le milieu de la pâtisserie, ça me sert énormément, ou dans le milieu de la gastronomie en tout cas. Et donc j'ai pu faire ce grand saut et apprendre à nouveau. Et je pense que moi, j'ai toujours dit, et c'est ce que je dis à tout le monde, moi-même, j'en suis l'exemple, j'ai fait jusqu'à présent 3 métiers différents dans ma vie, et je pense que tout le monde en est capable, si on en a envie, en tout cas, parce que les compétences, il faut avoir des compétences un peu majeures, structurelles, et ensuite le métier ou le milieu dans lequel qu'on choisit, en tout cas. Après, on s'y baigne et on apprend les codes.
à la base, il faut des fortes compétences structurelles et c'est ça qui nous permet d'aller un peu partout, en fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les magazines, parce qu'on a Food Cuisine aussi en salé, qu'on a lancé plus tard, moi j'ai recruté des gens qui, alors évidemment, il y a des plumes qui sont reconnues, dont c'est le métier, voilà, qui ont une légitimité très forte. On est allé chercher vraiment les meilleurs. Mmh. Aussi, moi j'ai beaucoup donné leur chance à des nouveaux. Je sais que Raphaël Marchal, par exemple, qui est maintenant très connu et qui rencontre beaucoup de succès et qui le mérite d'ailleurs. Moi, je l'ai rencontrée il y a 5 ans maintenant, ou 6 ans. Donc, elle était toute petite. Elle se lançait. Elle n'avait jamais écrit dans un magazine. Et en fait, moi, je suis la première à lui avoir donné sa chance. Et j'en suis très fière parce qu'on l'a accompagnée et elle a écrit ses premiers papiers en presse dans Food Pâtisserie. Et aujourd'hui, voilà, elle fait toujours partie de l'équipe de Food Cuisine, de Food Pâtisserie. Et je suis très contente de ça parce que, et il y en a d'autres. François Blanc aussi, qui est écrit dans notre magazine, qui est devenu maintenant un expert en sucré. Au départ, François, il est rentré comme community manager aussi pour nous, parce qu'on lançait les réseaux Food Pâtisserie, on avait juste un Facebook et un Twitter à l'époque. Et il était, lui, journaliste, mais en musique plutôt électro. Ah, complètement autre chose, ok. C'est pour Tsugi, qui est hyper pointu. Mais en fait, il était passionné de pâtisserie. Mais je veux dire, il avait aucune légitimité en pâtisserie. Et moi, je lui ai dit, ok, lance-toi, essaye. Et voilà. Et depuis, maintenant, il est devenu un expert. Là, il va sortir son premier livre aux éditions Alain Ducasse à la rentrée. Super. Voilà. Et puis, et même, il y a aussi Claire Pichon, qui est du coup ma rédactrice en chef adjointe. Elle aussi, elle était en reconversion. Avant, elle bossait plutôt dans le marketing informatique. Elle était passionnée de food. Donc, elle avait déjà, elle fait un peu la bascule, elle s'était mise un peu à son compte. Et puis, elle a commencé à piger chez nous. Et elle écrit tellement bien et elle est tellement passionnée que après, je lui ai donné de plus en plus de missions. Et puis aujourd'hui, elle assume vraiment la mission de rédactrice en chef adjointe. Voilà. Donc, moi, je suis très dans cette démarche-là à donner sa chance à tout le monde, parce que je pense que quand on est passionné et quand on a des compétences un peu, de base, on peut s'adapter à tout et on peut apprendre beaucoup de choses. Aujourd'hui, combien de personnes sont dans l'équipe de Food Pâtisserie ? Alors, il y a le magazine. Le magazine, il y a une quinzaine de personnes, entre les journalistes, les photographes, le directeur artistique, voilà, les secrétaires de rédaction, etc. On est une quinzaine de personnes pour faire le magazine. Super. Et pour la gestion des boutiques ? Et la gestion des boutiques, on est maintenant à une 12, 13, 14 personnes aussi. D'accord, supplémentaire, ok. Est-ce que on peut développer un petit peu plus du coup le concept du magazine, parce que je pense que beaucoup de personnes sont familières avec le concept, mais essayons de revenir un petit peu dessus. Est-ce que tu peux nous expliquer quel type de contenu offre Food Pâtisserie ? Alors, Food Pâtisserie, quand on l'a lancé, d'abord, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est d'abord le premier magazine entièrement consacré à la pâtisserie, parce qu'auparavant, pour le grand public, il n'y en avait pas. C'est ce qu'on a constaté en fait en 2013. On parlait toujours de la pâtisserie un petit peu dans les mags de cuisine, mais un petit peu à la fin. D'accord. Quelques pages et c'est tout. Et nous, on a vraiment voulu consacrer ce magazine entièrement au sucré et au chef pâtissier. Ensuite, notre ligne éditoriale a toujours été ça dans notre maison d'édition, justement avec Muriel, c'est de rendre accessible la pâtisserie des chefs. Comme dans Food Cuisine, on rend accessible la cuisine des chefs. On veut démocratiser et on veut montrer du beau aux gens et ce qu'il y a de mieux, mais voilà, le rendre accessible, donc c'est-à-dire en donnant déjà le contenu des recettes, en donnant des recettes qu'on ne trouve nulle part ailleurs, en donnant les vraies recettes avec tous les ingrédients. En plus, on est en pâtisserie, donc en pâtisserie, il faut être très précis. Mais je veux dire, quand dans une recette, il est marqué qu'il faut ajouter 15 grammes d'eau, eh ben, on le met. Voilà, on ne dit pas qu'on s'en fiche et on enlève la ligne. On est vraiment très précis, on donne les vraies recettes. On va chercher, je vous ai dit, des recettes qu'on trouve nulle part ailleurs. On va les chercher dans les labos. Et surtout, on essaie d'être très pédagogue. D'accord. Et donc, à chaque fois, d'expliquer au maximum pour que les gens puissent le reproduire chez eux. Voilà ce qu'on se trouve dans les magazines. On trouve aussi toute l'actualité du coup du monde sucré, de la viennoiserie à l'entremets, aux bonbons, au dessert. On couvre
l'actualité des chefs pâtissiers qui sont en boutique, qui sont en restaurant, qui sont dans des coffee shops ou qui sont dans des palaces. On parle de ceux qui sont évidemment à Paris, en Île-de-France, mais aussi tout ce qu'on trouve partout en France. On parle aussi des chefs français qui travaillent à l'étranger. Nous, on se définit comme l'ambassade de la pâtisserie française. Donc le but, c'est de mettre en valeur, dans nos magazines, on met en valeur le travail des chefs, de ces chefs pâtissiers qui sont vraiment, leur travail est vraiment remarquable. On y trouve aujourd'hui un dynamisme, une créativité qui est incroyable. C'est un milieu qui est en plein boom depuis un peu moins d'une dizaine d'années. Donc nous, on est en fait le miroir de ça, le miroir de ce dynamisme, le miroir de cette excellence française aussi. Parce que pour le coup, la pâtisserie, c'est vraiment une compétence française et une excellence française qui, pour le moment, n'est absolument pas contestée et qui est prédominante dans le monde. C'est-à-dire que la pâtisserie française, c'est vraiment pour le moment, ce qu'il y a de mieux, sans faire de chauvinisme à deux balles. Et tous les étrangers viennent se former en France. Voilà, c'est pas par hasard. Tous les chefs français aussi, de nombreux, je vous l'ai dit tout à l'heure, partent à l'étranger pour soit occuper des postes, soit ouvrir des écoles, etc. Donc vraiment une place prédominante et puis une richesse de toute façon de tradition dans toutes les régions et une richesse aujourd'hui de création incroyable. On a toute une génération là de chefs depuis 10 ans qui est incroyable. Donc voilà, donc nous dans les magazines on trouve ça, on trouve autant des recettes parce qu'on est des vrais magazines où on fait les choses et d'ailleurs il y a quelques années en fait c'est marrant parce que quand on a lancé le magazine on publiait nos recettes et en fait sur Facebook on n'avait rien demandé mais en fait les gens envoyaient les photos des gâteaux qu'ils avaient réalisés d'après nos recettes. Et les trucs étaient incroyables. Les gens avaient un niveau incroyable. Enfin, on regardait les photos, on se disait, mais les gens sont dingues, quoi. Ils font ça chez eux, alors que on avait shooté ça avec les plus grands chefs dans des labos et tout. Et en fait, les gens reproduisaient chez eux et nous envoyaient tout ça. Et à un moment, on s'est dit, mais il faut en faire quelque chose. Et du coup, on a créé une page spéciale dans le magazine où à chaque fois, on publie 16 desserts reproduits par les lecteurs. Et vraiment, c'est incroyable. Et depuis, alors on relaie aussi sur les réseaux. Donc on est un vrai magazine de recettes. Les gens font. Et puis, je vous dis, après, on parle de l'actu, on parle de tout ce qui se passe. On a des conseils produits. On parle beaucoup des produits aussi. On parle des matériels. Et puis, on fait des portraits, des interviews. On parle des nouveaux talents à suivre. Enfin voilà, il y a toute une actualité en fait qui est hyper riche. Je pense que c'est vraiment le magazine de référence pour toute personne qui s'intéresse au milieu de la pâtisserie. Le concept est quand même très ancré du coup dans l'univers français. Est-ce que tu penses que c'est un modèle qui pourrait s'exporter dans d'autres pays qui sont aussi sensibles à la culture pâtissière ? Alors, nous au début, on a fait le magazine vraiment pour le grand public. D'ailleurs, même le prix du magazine est un vrai choix parce il était à 5 € en 2013. Là, on est en 2020, il est à 5,50 €. Donc, on n'a vraiment pas augmenté beaucoup le prix et il reste à un prix très abordable quand on voit le contenu. Mais ça, c'est dans notre désir de démocratisation de ça. On a beaucoup d'abonnés partout à travers le monde. Ça, il y a beaucoup de gens qui sont abonnés. On envoie aussi nos magazines à Tokyo et à Taïwan dans des librairies spécialisées en gastronomie, un peu du type la librairie gourmande à Paris. Il y en a en fait pas mal dans d'autres pays. Et nous, on livre le magazine en français et je sais qu'ils le lisent en français. Moi, je pense qu'il y aurait un intérêt un jour si... deux choses. Un jour, si on arrive à trouver un distributeur anglo-saxon, je pense que le magazine tel qu'il est, Food Pâtisserie, traduit en anglais, ça ferait un carton. Non, la difficulté, c'est pas de le traduire en anglais, ça, on peut faire facilement, mais c'est vraiment de le distribuer, en fait, dans les pays anglo-saxons. Le bon partenaire. Voilà. Après, faire un Food Pâtisserie, par exemple, en Asie, sur que les chefs pâtissiers asiatiques, ça pourrait avoir son sens, oui. Ou aux États-Unis, peut-être en Allemagne, enfin je sais pas. Après, il faut quand même qu'il y ait une vraie culture pâtissière. Bien sûr. Mais néanmoins, je vous dis, les chefs pâtissiers français ont encore une aura assez incroyable. Et déjà, si on pouvait le traduire en anglais, qui soit diffusé partout dans le monde, ça serait super. Et je suis sûre que ça marcherait très fort.
D'accord. Je voudrais revenir sur le numéro 41, du coup, qui est sorti le 12 juin dans les kiosques et qui a été créé pendant le confinement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des challenges de la préparation de ce numéro un peu spécial? Oui, alors c'est vrai que ça a été un vrai challenge en fait pour 2 raisons. Alors en effet, il y a eu le confinement, mais à la rigueur pour la production, ça n'a pas été, très problématique parce qu'en fait les journalistes, voilà, ont l'habitude de travailler de chez eux. Ils sont tous, pigistes indépendants, donc leurs papiers, au contraire, ils étaient au calme pour pouvoir les écrire et il y a pas mal d'échanges. Alors après, bon, les échanges se sont faits plus, par téléphone ou par visio que en allant voir les personnes physiquement, mais au bout du compte, pour écrire un papier, c'est pas, ça n'a pas posé tellement de problèmes. Moi, je communiquais avec mon équipe, on a lancé les sujets, ça s'est fait assez bien. La difficulté pour la production, ça a été en revanche de faire les reportages. Nous, on produit tous les contenus du magazine, donc la difficulté, ça a vraiment été ça a été les pas à pas et les photos. Donc ce qu'on a fait, c'est alors heureusement, on avait anticipé pour une fois, on avait anticipé 2 sujets en pas à pas qu'on avait fait avant. D'accord. On avait notamment avec Nicolas Lambert, donc qui est le jeune chef pâtissier qui officie à Saint-Pétersbourg, dans un palace, qui était venu en France en fait au mois de février. Et du coup, on avait fait un sujet avec lui qu'on avait shooté du coup bien en avance. Donc ça, c'était chouette. Sinon, j'avoue qu'il y a un sujet qu'on a fait un petit peu avant. On est allé faire un reportage d'une recette de beignets à la confiture avec les French Bastards. Oui. Et une nouvelle boulangerie très sympa là, qui a ouvert il y a un an dans le 11e arrondissement. Et en fait, ça, on l'a fait, on a repoussé au maximum, on a attendu au maximum le dernier moment, mais on l'a fait début mai. D'accord. Eux nous ont accueillis, alors on était avec les masques et tout, mais ça s'est fait aux toutes dernières minutes avant vraiment l'envoi des sujets et le passage en maquette, quoi. Bon, voilà, je vous dis, la difficulté, ça a été ça, mais sinon, quand même, ça roulait pour les papiers. En revanche, l'autre grosse difficulté, donc dans laquelle on est toujours, c'est que en fait la presse là en France est en pleine crise parce que on a le distributeur de la presse qui s'appelle Prestalis, qui pendant le confinement s'est mis en redressement judiciaire. Ça veut dire que les magazines ne sont plus distribués. Il y a énormément, là justement, on a sorti notre nouveau numéro, mais par exemple, il y a 2 grosses régions en France qui sont la région Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, où tous les dépôts sont bloqués et ils ne reçoivent aucun magazine, aucun journaux, c'est la catastrophe. Et donc nous, nos magazines sont bloqués dans les entrepôts. Grosse difficulté à laquelle on doit faire face, et qui est pas simple quand on est un éditeur indépendant, parce que ça représente pour nous des manques à gagner qui sont vraiment importants, quoi. Est-ce que le magazine existe en version... Alors oui, le magazine existe en version numérique, oui, ça depuis le début. Mais bon, c'est pas pareil. Et d'ailleurs, tous les abonnés, quand on est abonné au papier, ont gratuitement l'abonnement numérique. Mais en fait, on a dû mettre en place tout un système d'achat au numéro, en fait, sur notre boutique en ligne. Les gens peuvent acheter en fait le numéro juste sans abonnement, juste le numéro, et ils le reçoivent par courrier. Mais tout ça, on a dû le faire en urgence et rebondir et faire preuve du coup de réactivité pour pouvoir fournir nos lecteurs, quoi. Les abonnés, il n'y a pas de souci, mais c'est les lecteurs et on fait face. Hein. Bien sûr. Et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pour les boutiques? Est-ce que vous avez pu réouvrir tous les points de vente? Aujourd'hui, on a 4 points de vente. Donc, on a la rue Montorgueil, qui est la première boutique historique qu'on a ouverte en 2016. Et ensuite, on a rue des Martyrs. On a un gros comptoir au sein du BHV. Et on a le comptoir de pâtisserie au sein de la Maison Plisson, place du marché Saint-Honoré à Paris. D'accord. Et donc, du coup, le 17 mars, on a tout fermé en catastrophe. On a vidé toutes les boutiques, on a vidé les stocks, on a tout offert au personnel soignant, etc. Et après, on a réouvert en fait à partir du 2 mai, parce qu'il y a un certain nombre de pâtissiers en fait qui ont eux-mêmes réouvert. D'accord. Et donc du coup, à partir du 2 mai, on a pu relancer un peu les boutiques avec une offre réduite. Alors seulement au sein de Martyrs et Montorgueil, les BHV étaient restés fermés et Plisson encore était fermé aussi. Enfin, ils n'étaient pas fermés, mais on n'a pas réouvert encore on n'avait pas réouvert encore. Et puis depuis le 11 mai, on a ouvert quasiment tous les points de vente. Enfin, le BHV, ça s'est fait un peu plus tard. La machine, voilà, on a relancé, du coup, pareil, avec des consignes de sécurité, voilà, enfin, qu'on a dû respecter, etc. Mais ça s'est plutôt bien passé.
les équipes étaient très contentes de rouvrir et c'était important pour nous aussi de rouvrir parce que c'est un moyen de soutenir également les chefs pâtissiers qui ont beaucoup souffert parce que du coup, on leur passe commande, nous, tous les Bien jours. sûr. Et donc, ça leur permet aussi de relancer la production et de retrouver une activité presque normale, quoi. Et ça se passe plutôt bien, là. Super. Est-ce qu'on peut revenir un tout petit peu sur le projet du coup des boutiques? Peut-être que notre communauté de Bec Sucré ne connaît pas l'existence de ces boutiques si elles ne sont pas en région parisienne. Est-ce que tu peux nous raconter le développement des boutiques? Comment est-ce que ça s'est passé et quels ont été les plus gros challenges auxquels vous avez dû faire face pour concrétiser ce projet? Le projet, en fait, des boutiques, il est né assez vite dans nos têtes parce que quand le magazine a été créé et puis a tout de suite rencontré beaucoup de succès, on a attendu de conforter ce succès déjà presse, mais on s'est dit qu'il y avait vraiment quelque chose du coup à faire là autour de ce magazine. On a pris conscience qu'on avait créé une marque en fait, Food Pâtisserie, que tout de suite il y a eu une communauté. Parce que je vous ai dit, on avait ouvert le Facebook et Twitter. À l'époque, il n'y avait même pas encore tellement Instagram, mais on s'est rendu compte qu'en fait il y avait une vraie attente. Donc il y a eu tout de suite une communauté très spontanée qui s'est créée. Et du coup, on a pensé à 1000 choses à développer autour. Et la boutique est une des premières idées qu'on a eues, Muriel et moi, parce que on avait envie de donner corps en fait au magazine. On s'est dit, il y a tellement de contenu super intéressant, il y a tellement de choses en fait qu'on a envie de manger tout simplement. Parce qu'on monte des gâteaux, mais à quel moment on les mange, quoi? Parce que l'important, c'est quand même ça. Et moi qui suis une grande gourmande, et on s'est dit, ça serait formidable d'avoir un lieu où on puisse retrouver les gâteaux dont on parle dans le magazine, où on puisse rencontrer les chefs dont on parle dans le magazine. Et puis après, on s'est dit, mais est-ce que on peut pas créer un lieu justement, parce que ça se faisait pas encore, et jusqu'à présent, c'est encore unique au monde, un lieu où on puisse retrouver justement une sélection du meilleur de la pâtisserie. Et donc, on s'est dit, ce lieu, on va le créer. Donc ça, c'était encore une idée assez folle parce que pour le coup, on savait pas du tout. Nous, on n'avait jamais tenu de boutique. C'est encore un autre métier, la vente. On savait pas si les chefs allaient être d'accord, si ça serait possible et si ça marcherait en fait. On a monté quand même, on a réfléchi à cette nouvelle idée, à ce nouveau concept. Une fois qu'on avait un peu bien pensé le truc, on est allé voir 2-3 chefs. On est allé leur présenter l'idée et ils nous ont dit, écoutez, l'idée est géniale, l'idée est un peu folle aussi, on ne sait pas du tout si vous allez réussir, mais en tout cas, on sera avec vous. Parce que on avait réussi à nouer avec eux une vraie confiance justement avec le magazine. Ils étaient très fiers de ce magazine justement qui leur est enfin consacré et qui met en valeur leur travail. Donc ils nous ont dit, on vous fait confiance, on vous suit. Et puis une fois que quand il y a Pierre Hermé qui vous dit ça ou Cyril Lignac, en fait après tout le monde suit quoi. Donc c'était génial. Nous on connaît bien ce quartier de la rue Montorgueil et on avait vraiment envie d'y être parce que bien l'énergie qu'il y a, on aime bien c'est un quartier de bouche aussi, de commerce de bouche. Et il n'y avait pas une offre pâtissière très fournie à l'époque, à part la Maison Storer, qui est vraiment indispensable à la rue et historique. Voilà, donc on a trouvé une toute petite boutique, parce que ça fait 20 mètres carrés seulement. D'accord. Et on l'a lancée donc, en avril 2016. Et en fait, pareil, ça a été justement un carton tout de suite. Donc on a été très heureux. Les gens adorent le concept d'avoir cette sélection de pâtisseries qui change en permanence, qui se renouvelle, qui leur donne l'occasion de goûter différents chefs parisiens, mais aussi beaucoup de créations de chefs de province aussi, qui nous envoient leur création sucrée. Et puis, on a tout de suite eu aussi l'envie et l'idée donc de créer ce lieu d'échange, de partage et de rencontre avec des chefs. Et donc, on a lancé les événements. C'est des lieux où tous les 15 jours, en temps normal, parce que alors là, pour le coup, jusqu'à présent, évidemment, on a stoppé les événements et on les reprendra qu'en septembre. En temps normal, quasiment tous les 15 jours, il y a un événement dans les boutiques Food Pâtisserie. C'est-à-dire qu'on fait venir un chef, soit de Paris, soit de province, soit un chef de renommée, soit au contraire un jeune talent qu'on découvre et qu'on a envie de mettre sous la lumière, soit aussi un chef de palace qui on va proposer de faire découvrir toute sa création sucrée à un public de connaisseurs et du coup à un prix abordable, ce qui permet aux gens de s'offrir une pâtisserie de palace. Donc voilà, on éditorialise en fait la boutique et ça devient un lieu événementiel incroyable.
Après, le défi que ça a été d'abord d'apprendre ce nouveau métier encore, parce que je vous dis, nous, on est éditrice de presse, donc un nouveau métier très éloigné, de recruter les bonnes équipes, oui, d'organiser ça après d'un point de vue même comptable, gestion, communication, etc. Et le défi, c'était d'être à la hauteur des chefs qui nous faisaient confiance en nous confiant leur gâteau et d'être à la hauteur de l'attente aussi des clients. Donc, on a une exigence au quotidien aujourd'hui qui est d'aller chercher, on est vraiment sourceur, on est vraiment prescripteur, d'aller chercher les meilleurs produits du moment. Le chef, voilà, qui mérite aujourd'hui, dont on mérite de goûter les pâtisseries, d'être toujours à la pointe en fait de ce qui se fait et de faire découvrir tout ça au bec sucré justement de Paris et d'ailleurs, parce que c'est vrai que maintenant les gens viennent de partout, rue Montorgueil, dans les boutiques, et puis de monter des événements aussi qui permettent aux gens de rencontrer les chefs. Et ça, ils adorent. Bien sûr. On a créé la boutique en 2016, et je crois qu'à la fin de l'année 2016, on a monté le premier événement avec Cédric Grolet à l'époque, qui était chef pâtissier du Meurice, mais qui n'avait pas encore sa boutique. Et en fait, on avait vendu, je crois le premier, on avait vendu le citron. On avait réussi avec Cédric à convaincre le Meurice de faire cet événement. Et on est les premiers à avoir fait sortir Cédric du Palace. Et il y a eu un phénomène incroyable. Et c'est là qu'il a pris conscience lui-même de sa notoriété. Parce qu'il y avait 2 heures de queue pour le rencontrer et pour acheter son citron. On a tous été débordés par l'événement. Ça a fait un buzz sur les réseaux incroyable, mais même à l'autre bout du monde. Parce que lui, il voyage beaucoup. Et les gens, un mois après, lui montraient les vidéos. Là, c'était le premier gros événement qu'on montait. C'était la première fois qu'on faisait venir aussi un chef de palace. Et pour les gens, ça a été incroyable. Et depuis, on a fait, on a renouvelé les opérations avec lui. Après, on a fait la Noisette, on a fait d'autres choses. Et puis, on a fait aussi avec le Ritz, on a fait avec le Georges V, on a fait avec plein de chefs de palace et d'autres aussi de l'étranger ou de province. Et ça a été un succès à chaque fois incroyable. Et les gens adorent venir découvrir ces créations-là, et puis surtout parler avec les chefs. Mais je pense que c'est une vraie chance, et on a l'impression que c'est des personnes comme toi et moi qui sont accessibles, avec qui on peut facilement échanger, qui aiment partager leur métier. Donc ça humanise un petit peu ces figures des fois très médiatisées, qui semblent difficiles d'accès. Et je pense que c'est une vraie chance pour toutes les personnes qui s'intéressent à la pâtisserie de pouvoir avoir un petit moment d'échange. En tout cas, c'est fantastique que les boutiques de pâtisserie puissent accueillir ce type d'événement. Je voulais revenir avec toi sur votre stratégie de communication. En préparant l'interview, j'ai découvert un nouveau format vidéo qui est disponible sur YouTube qui s'appelle Les Chemins du Goût, où vous présentez pendant 3 à 4 minutes un chef pâtissier et son lien avec un ingrédient. Est-ce que tu peux me parler du développement de ce format et pourquoi est-ce que vous l'avez lancé ? Oui, en fait, alors, on a envie de développer beaucoup de choses autour de ce monde de food pâtisserie. On a décidé de lancer une chaîne YouTube pour pouvoir, c'est un autre axe de communication ou de mode d'expression. C'est vrai qu'on a le magazine papier, on a les boutiques pour vivre de l'expérience gustative, on va dire. Donc là, on a développé la vidéo parce que on s'est dit que c'était important aussi, c'était un moyen de communiquer autrement et surtout d'exprimer le talent des chefs autrement. Donc on a décidé de lancer une petite série, en tout cas qu'on a appelée Les Chemins du Goût, en effet. Et ça a commencé l'année dernière où on est allé voir plusieurs chefs avec chacun l'envie de s'exprimer sur un ingrédient et comment il le travaille. Donc on a travaillé avec un réalisateur qui s'appelle Charles Jean, qui a monté une boîte de prod qui s'appelle Boniface Prod, et avec lequel donc j'ai tourné ces films. On voulait faire des films de qualité, donc lui c'est vraiment un réalisateur les films, l'image est très belle et le son aussi. On voulait vraiment rendre hommage au chef et qu'il puisse s'exprimer, voilà, plus précisément, qu'il y ait un peu un temps consacré à. On l'a fait, je me souviens, avec Philippe Conticini qui parle du praliné, c'est passionnant, il nous explique tout son amour du praliné. On l'a fait avec Pierre Hermé qui parle aussi du café, comment il a découvert le café, comment il a développé tout son travail autour du café. Voilà, donc on est allé voir plusieurs chefs et l'idée c'est de développer cette chaîne pour en faire un nouvel outil, en tout cas, de communication ou un nouvel outil média de food pâtisserie. Je pense qu'il y a la place pour créer ça, donc on doit continuer. Voilà, ça, c'est en marche, quoi.
Finalement, la marque Food Pâtisserie, c'est un développement sans fin avec beaucoup de possibles. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que ça fait de passer une journée dans tes baskets et comment est-ce que tu t'organises et comment est-ce que tu mènes à bien tous ces projets? Les journées sont bien remplies. Ce qui est chouette, c'est qu'aucune journée ne ressemble à la précédente et ne ressemblera à la suivante. C'est vrai qu'on passe d'une casquette à l'autre parce que aujourd'hui, je vous l'ai dit, il y a le magazine, il y a les boutiques, il y a la chaîne YouTube, il y a aussi les workshops qu'on organise. Donc ça, c'est des journées un peu exclusives qu'on fait vivre à 12 personnes privilégiées. Il y a aussi les lives que j'ai lancés du coup avec le confinement, que je fais maintenant une fois par semaine. Enfin, c'est vrai qu'il y a tout un univers et en fait, la journée, elle commence. Oui, je vais, par exemple, aujourd'hui, je vous parle. Après, je vais aller rencontrer un chef parce qu'il souhaite me faire goûter sa nouvelle création, justement, qu'on va peut-être sélectionner en boutique. Ensuite, je pars en reportage pour un sujet qu'on fait chez Babka Zana, là, pour une belle recette de babka qu'on va publier dans le magazine de la rentrée. Donc je rejoins l'équipe du journaliste et du photographe, voilà, pour voir avec eux parce que je suis toujours présente sur les shootings pour déjà voir si tout se passe bien et puis pour valider les photos. Voilà. Ensuite, je passe en boutique pour régler des choses, pour voir les équipes, pour préparer la nouvelle arrivée de certains produits ou pour voir si tout va bien. En ce moment, on recrute aussi parce qu'on a un projet d'ouvrir notre premier salon de thé à la rentrée. Donc, on est en phase de recrutement, donc je vois aussi des candidats pour ça. Et puis, en même temps, on va être partenaire, par exemple, de Taste, qui a été repoussé à décembre. Donc, on a tout un travail à faire de programmation. On a des partenariats aussi sur lesquels je travaille. On passe en fait d'un sujet à l'autre et d'une activité à l'autre en faisant appel à différentes compétences tout au long de la journée. Et c'est ça qui est passionnant. C'est la richesse de ton métier, c'est de pouvoir toucher à plein de choses différentes et d'être en contact avec différents partenaires, différents interlocuteurs. En tout cas, ça donne très envie. Merci de partager ça avec nous. Est-ce que tu peux partager avec nous peut-être un de tes échecs, parce qu'on parle beaucoup du succès de la marque Food Pâtisserie. Est-ce qu'il y a eu des moments de doute? Si oui, est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Disons qu'il y a des difficultés. Des fois, j'ai pas réussi à convaincre ou à garder des chefs au sein des boutiques. Ça reste marginal, mais par exemple, au début, on avait commencé l'aventure avec Gilles Marchal, qui est un pâtissier que j'adore et avec lequel je m'entends très bien. Mais on n'a pas réussi à trouver de solution pour organiser. Quand nous, on a eu plusieurs boutiques, etc., on n'a pas réussi à trouver de solution pour conserver une de ses créations en boutique. Et voilà, donc ça a été dommage et j'espère qu'un jour, j'arriverai à trouver une solution. Parfois, oui, on n'arrive pas. Ça reste très marginal, mais parfois il y a des chefs qui n'ont pas envie, en tout cas, ou qui comprennent pas qui sont dans une autre logique, qui comprennent pas l'intérêt ou qui n'ont pas envie justement de rejoindre notre aventure ou notre univers, ou ça leur fait peur, en fait, parce qu'ils ont peur de perdre le contrôle ou quoi. Voilà, mais enfin, ça reste quand même marginal parce que j'ai plutôt des chefs qui me sollicitent. Au contraire, aujourd'hui, pour même en recrutement, on a une chance inouïe, c'est qu'on a que des gens, que ce soit pour le magazine ou pour les boutiques, on arrive à recruter que des passionnés. Donc, on n'a pas beaucoup de turnover. On a que des gens, on a des super équipes, franchement, qui bossent pour nous et qui ont envie, qui sont passionnés par le sujet. Donc, il n'y a même pas eu de... L'échec, là, pour le moment, c'est justement, on parlait de la chaîne YouTube, parce que pour qu'elle puisse perdurer, il faut qu'on trouve des financeurs, des sponsors. Le modèle économique, c'est vraiment de le faire financer par un sponsor ou par des partenaires. Et ça, pour le moment, on n'a pas trouvé. Donc aujourd'hui, on l'autofinance nous-mêmes, mais bon, des difficultés de ce côté-là. Ça a ses limites, donc c'est pour ça. Il faut qu'on trouve un partenaire durable pour cette chaîne YouTube qui je suis sûre, peut en plus se développer énormément et cartonner, parce que en sucré, il n'y a pas grand-chose. Et vu, nous, tout ce qu'on peut faire en vidéo, ça peut vraiment être super. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler, s'il te plaît, des prochains challenges? Donc, le canal sur YouTube, c'est un des prochains challenges pour Pâtisserie. Tu parlais également du développement d'un salon de thé à la rentrée. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Le salon de thé, alors ça a été le projet a été repoussé à cause du confinement, mais en fait,
On a eu l'opportunité et on souhaitait pour la première fois avoir un espace en effet de salon de thé, donc pour faire vivre une nouvelle expérience aux clients de Food Pâtisserie et pour nous aussi avoir un nouveau challenge parce qu'on a déjà expérimenté du coup les petites boutiques en propre, les stores dans un grand magasin ou le comptoir au sein d'une grande épicerie de luxe. Là, on voulait vraiment vivre l'expérience du salon de thé, donc pour nous c'est très excitant parce que c'est plein de nouvelles choses encore à découvrir et à expérimenter. Et puis, c'est une nouvelle expérience, en effet, à faire vivre à nos clients et à la communauté et aux chefs. Donc, on a trouvé un lieu au sein de la Rive Gauche, en plein Saint-Germain-des-Prés, sur une rue semi-piétonne, où on va pouvoir avoir un espace là plus grand, beaucoup plus grand pour nous, alors qui est quand même petit, hein, mais qui va faire 45 mètres carrés, donc où il y aura un espace de boutique, mais aussi un espace donc de dégustation sur place avec une quinzaine de places assises à l'intérieur et en plus une terrasse en dur à l'extérieur donc qui restera là toute l'année et qui va pouvoir accueillir une quinzaine de places aussi. Donc en tout, on aura une capacité de places assises d'une trentaine de places et donc du coup avec une offre encore enrichie. On est en train de travailler là sur une petite offre salée aussi qui viendrait compléter l'offre sucrée et avec du coup toute une réflexion sur aussi les boissons qu'on va pouvoir servir, tout l'aspect restauration en fait et accueil et expérience food pâtisserie qu'on va développer dans ce salon de thé. Là, c'est encore autre chose. Et puis, un espace aussi où on va pouvoir organiser d'autres types d'événements. Par exemple, on devait ouvrir le salon de thé en juin. Bon, en fait, du coup, c'est reporté là, à fin septembre. Mais là, j'avais déjà calé. Bon, de toute façon, ça sera que reporté. Mais par exemple, il y a l'école Ritz-Escoffier, qui est une école de référence, et donc en salé, mais aussi en pâtisserie, au sein de l'hôtel Ritz. On avait calé un petit déjeuner avec eux à la rentrée où l'idée, c'était que les deux chefs pâtissiers de l'école Ritz-Escoffier allaient venir au sein du salon de thé pour préparer tout le petit déjeuner voilà, pour les clients. Donc, de la viennoiserie aux petits gâteaux, enfin voilà, tous les produits de petit déjeuner, les boissons chaudes, etc. Et même en direct, ils auraient pu faire des pancakes, des pains perdus, des choses comme ça. Voilà. Donc, chose qu'on ne peut pas faire aujourd'hui dans les boutiques food pâtisserie parce qu'elles sont trop petites. Il y aura vraiment l'opportunité d'accueillir le chef pour qu'il puisse faire des vrais démos et même un petit peu de cuisine sur place en direct pour les clients. C'est un projet d'envergure qui va se concrétiser, c'est sûr. Ça, c'est notre gros projet, voilà. Et pour terminer cette interview, je voulais revenir sur une phrase de ton édito du numéro 41. À la fin, tu dis « Gardons le tablier » et tu fais donc du coup référence aux changements de vie qui se sont amorcés avec le confinement. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, pour toi, quelle est la place de la pâtisserie dans ce nouveau paradigme ? En fait, c'est tout le monde l'a vu lors du confinement. En fait, on s'est tous retrouvés dans la même situation, c'est-à-dire à la maison et à devoir faire à manger 3 fois par jour pour notre famille. Et en fait, tout le monde s'est mis à cuisiner et à pâtisser. Et d'ailleurs, ça s'est traduit par une pénurie de farine dans tous les supermarchés au tout début du confinement. Donc c'était très drôle. Et en fait, tout le monde s'est mis, oui, en tout cas en cuisine, donc à 1000 tabliers. Et la pâtisserie, nous, on était très heureuses parce que pour le coup, c'est nous tout ce qu'on souhaite faire. Et parce qu'évidemment, on fait découvrir la pâtisserie de chef, mais c'est pour que on transmet aussi des valeurs, on transmet des recettes, on transmet des tours de main, on transfère des techniques et tout un amour et toute une tradition en fait de pâtisserie. Je pense que les gens s'y sont mis encore plus à la maison. Et ça, c'est super. Enfin, pour nous, ça représente beaucoup parce que c'est ce qu'on transmet dans nos magazines. Et les gens se sont rendus compte que c'était pas si compliqué non plus. Alors évidemment, il y a des recettes qui sont très complexes, mais il y a aussi plein de recettes qu'on peut faire à la maison simplement. Et il y a plein de gens qui se sont remis à faire des cakes, à faire des crèmes caramel, à faire des gâteaux. D'abord en découvrant que en même temps, ça peut être très bon, ça peut être très simple, et c'est super de pouvoir créer ça et le partager. Ensuite, en découvrant aussi que, quand même, en revanche, si on veut faire mieux, c'est très compliqué, et donc c'est un vrai talent. Ça donne encore plus de valeur à nos chefs pâtissiers.
Et puis ils ont redécouvert aussi je pense qu'il y a une vraie démarche une vraie réflexion par rapport aux produits. C'est-à-dire que les gens se sont remis aussi à acheter du beurre, de la crème, des œufs, et ont repris conscience aussi, je l'espère, de l'importance de la qualité des ingrédients qu'on utilise pour pâtisser. J'espère que il y en a. Enfin, on a vu que de nombreux Français ont remis le tablier, et je pense qu'il y a il y a des habitudes en tout cas qui vont revenir, mais ils ont pris du plaisir en tout cas. Ils ont pris du plaisir à pâtisser, ils ont pris du plaisir à cuisiner, et ça c'est super parce que c'est vraiment des valeurs que l'on défend, et nous c'est tout la légitimité du contenu de nos magazines, quoi. En tout cas, j'invite tout le monde du coup à consulter le magazine qui est sorti la semaine dernière et qui offre une variété de recettes fruitées pour l'été. J'ai moi-même repéré 2-3 choses que je vais tenter à la maison. En tout cas, Julie, je te remercie de m'avoir accordé ce temps-là et d'avoir partagé avec nous ton parcours, la passion et tout le projet Food Pâtisserie que tu mènes à bien avec Muriel. On se réjouit de découvrir le salon de thé qui va ouvrir fin septembre. Oui, on croise les doigts, oui. Vous en entendrez parler. On va suivre du coup ton actualité. Est-ce que tu peux nous dire comment se tenir informé des prochaines activités de Food Pâtisserie ? Alors le mieux pour suivre l'actualité de Food Pâtisserie, c'est vrai que c'est les magazines, mais c'est aussi en plus direct, c'est notre compte Instagram. Le compte Instagram Food Pâtisserie, là vous avez vraiment toute l'actu de nos magazines, des boutiques, des lives. Parfait. Merci beaucoup Julie et longue vie à Food Pâtisserie. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à nous laisser un commentaire sur ton application de podcast préférée et à en parler autour de toi. Tu peux aussi nous suivre sur les réseaux sociaux et partager l'actualité de nos comptes Instagram ou Facebook @lesbecssucrés-podcast. Et si tu veux nous écrire, tu peux nous contacter à l'adresse suivante contact@lesbecssucrés.com. À très vite.